L'odeur du café de mon mari flottait encore dans la cuisine quand j'ai entendu le portail d'entrée se refermer avec un déclic. Ce petit bruit ordinaire ne signifiait rien pour moi auparavant. Aujourd'hui, il signifie tout. Je m'appelle Sophie, et il y a 8 mois, j'ai épousé un homme que je croyais être le père le plus dévoué que j'ai jamais rencontré. Laurent était veuf. Sa première femme, Isabelle, était décédée d'un accident cardiaque soudain 3 ans avant notre rencontre. Il avait un fils, Léo, âgé de 12 ans et confiné dans un fauteuil roulant à la suite d'une lésion de la moelle épinière due à un accident de voiture survenu la nuit même de la mort d'Isabelle. Laurent m'avait raconté que ce crash lui avait tout pris en une seule soirée, sa femme et l'usage des jambes de son fils. Lors de ma première rencontre avec Léo, il m'a à peine regardé. Ses yeux restaient fixés sur le sol, sur ses mains, sur la fenêtre, partout sauf sur mon visage. Laurent m'a expliqué que Léo avait développé une anxiété sévère et un mutisme sélectif après l'accident. Il n'avait pas prononcé une phrase complète à qui que ce soit d'autre qu'à un professionnel de la santé depuis plus de 2 ans. Il a besoin de stabilité, m'a dit Laurent lors de notre 3e rendez-vous, d'une voix basse et prudente. Il a besoin de quelqu'un qui ne partira pas. J'avais 28 ans et je travaillais comme assistante dentaire à Bordeaux. J'avais grandi en voyant ma propre mère tout sacrifier pour notre famille sans la moindre reconnaissance et sans jamais se plaindre. Quand je regardais Laurent, cet homme calme, séduisant et épuisé qui élevait seul un enfant handicapé, je n'ai vu aucun signal d'alarme. J'ai vu un homme qui avait besoin exactement du genre d'amour que j'avais gardé en réserve toute ma vie. Nous nous sommes mariés 14 mois après notre rencontre. Une petite cérémonie dans le jardin, avec 40 invités. Léo est resté assis dans son fauteuil roulant près des rosiers et n'a pas applaudi, mais il a observé toute la scène. Laurent m'a serré la main pendant l'échange de nos vœux et m'a chuchoté « Tu nous as sauvés ». Je l'ai cru. La maison appartenait à Laurent, une belle et grande bâtisse traditionnelle de 4 chambres dans un quartier calme en périphérie de Bordeaux. Une belle rue, des voisins charmants, un garage attenant, une haute clôture en bois autour du jardin. Le portail d'entrée était équipé d'une serrure électronique que Laurent contrôlait depuis son téléphone. Il m'a dit qu'il l'avait fait installer après un cambriolage dans le quartier 2 ans avant mon emménagement. Je n'y ai prêté aucune attention particulière. Mon quotidien est devenu Léo. Je me réveillais à 6h30, préparais son petit déjeuner, l'aidais à passer de son lit à son fauteuil roulant, changeais sa poche à urine, et lui administrais ses médicaments du matin, un décontractant musculaire et un supplément de calcium. Conformément aux étiquettes que Laurent avait imprimées et plastifiées au-dessus de l'étagère de la salle de bain. J'emmenais Léo à ses séances de kinésithérapie 2 fois par semaine. Je lui faisais la lecture le soir quand Laurent rentrait tard du travail, ce qui arrivait souvent. J'ai appris à anticiper ses besoins avant même qu'il ne puisse faire un geste pour les exprimer, car parfois, faire des gestes était tout ce dont il était capable. Léo ne semblait jamais ingrat. Il hochait la tête quand je lui apportais quelque chose qu'il aimait. Il déplaçait sa nourriture sur son assiette d'une manière qui, j'ai fini par le comprendre, signifiait qu'il en voulait encore. Parfois, quand je bordais la couverture autour de ses jambes le soir, il me regardait juste une seconde de plus que d'habitude. Je me disais que c'était sa façon de me dire merci. Pendant ce temps, Laurent bâtissait un empire. Il travaillait dans la promotion immobilière commerciale, faisait de longues journées, voyageait fréquemment et participait à des réunions téléphoniques à des heures improbables de la nuit. Nous dînions ensemble peut-être 3 fois par semaine. Le week-end, il jouait au golf. Il m'a acheté des fleurs pour notre anniversaire de rencontre, un bracelet pour mon anniversaire, et disait à ses amis que j'étais une sainte. J'avais commencé à remarquer, discrètement et sans le dire à voix haute, qu'être qualifié de sainte ressemblait moins à un compliment qu'à un intitulé de poste. 3 semaines avant que tout ne bascule, j'ai trouvé un document. Je ne fouillais pas. Je cherchais notre attestation d'assurance habitation car le réfrigérateur avait commencé à faire un bruit de grincement et je voulais vérifier si l'électroménager était couvert. J'ai ouvert le meuble de rangement dans le bureau de Laurent à la maison, j'ai fait défiler les dossiers, et entre prêt immobilier et médical Léo, j'ai trouvé une chemise simplement étiquetée AV, assurance vie. Il y avait 2 contrats à l'intérieur. L'un concernait Laurent lui-même, ce à quoi je m'attendais. L'autre me concernait. 2 millions d'euros souscrits 6 mois après notre mariage, avec Laurent désigné comme unique bénéficiaire. Le contrat comportait une clause surlignée au marqueur jaune. Je me souviens avoir pensé qu'il était étrange que quelqu'un l'ait surligné, comme s'il l'avait lu attentivement, intentionnellement.
La clause stipulait qu'en cas de décès accidentel, le capital doublait. 4 millions d'euros. Je suis resté planté dans ce bureau pendant un long moment. Je me suis dit qu'il y avait une explication rationnelle. Les gens souscrivent des assurances vie pour leurs conjoints. C'était une attitude responsable. La clause surlignée ne voulait rien dire. J'ai remis le dossier exactement là où je l'avais trouvé, j'ai refermé le tiroir et je suis allé préparer le goûter de Léo. Mais cette nuit-là, après que Laurent s'est endormi, je suis resté éveillé dans le noir et j'ai fait les calculs que je refusais de faire depuis des mois. Laurent n'avait jamais embauché d'auxiliaire de vie pour Léo, bien qu'il en ait largement les moyens. Il avait spécifiquement cherché une femme, moi, qui avait de l'expérience dans les soins médicaux et un passé avéré de prise en charge des autres. Lors de notre premier rendez-vous, j'avais mentionné la maladie de ma mère. Il avait écouté avec une attention tellement soutenue. Les rendez-vous de kinésithérapie auxquels j'emmenais Léo. J'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment parlé avec le praticien. Je déposais Léo à la porte et j'attendais dans la voiture parce que Laurent m'avait dit que Léo était gêné que je le regarde. Je n'avais jamais remis cela en question. Je n'ai pas fermé l'œil. Le lendemain matin, Laurent a annoncé qu'il avait un congrès de 3 jours à Toulouse. Il partirait jeudi matin et rentrerait samedi soir. Il m'a embrassé sur la joue, m'a dit qu'il y avait de l'argent liquide dans le tiroir de la cuisine si j'avais besoin de quoi que ce soit, et m'a rappelé que Léo avait une séance de thérapie vendredi à 14 h. Le jeudi matin s'est levé, gris et froid pour un mois d'octobre. Je me tenais sur le perron et je regardais Laurent charger sa valise dans le coffre de sa berline DS. Il s'est retourné et a fait un signe de la main au bout de l'allée, sans hâte, détendu. Le portail s'est ouvert électroniquement. Sa voiture l'a franchi et le portail s'est refermé avec un déclic derrière lui. Je suis resté là un instant de plus que nécessaire. Puis j'ai entendu un bruit provenant de l'intérieur de la maison qui a stoppé net toutes les pensées dans ma tête. Des bruits de pas. Pas le doux roulement des roues d'un fauteuil sur le parquet. Des pas. 2 pieds avançant d'un pas régulier depuis le couloir vers la cuisine. Je me suis retourné si vite que j'ai dû m'agripper à l'encadrement de la porte pour ne pas perdre l'équilibre. Léo se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, il n'était pas assis, il n'était pas dans son fauteuil. Il était debout, les 2 pieds à plat sur le sol, une main posée légèrement contre le mur, me regardant directement avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Alerte. Concentré. Plus vieux que ses 12 ans. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Sophie. Sa voix était basse et un peu éraillée par le manque de pratique, mais claire. Totalement claire. J'ai besoin que tu m'écoutes tout de suite et j'ai besoin que tu restes calme, d'accord? Tu peux faire ça? Je ne pouvais pas parler. J'ai hoché la tête. Il y a une odeur de gaz dans la cuisine. Ça fait environ 10 minutes. J'ai déjà coupé la vanne de la gazinière, mais on doit ouvrir les fenêtres. Il est passé devant moi, m'a dépassé d'un pas assuré, et a poussé la fenêtre de la cuisine vers le haut, puis celle au-dessus de l'évier. N'allume aucune lumière. N'utilise pas ton téléphone à l'intérieur de la maison. Je l'ai suivi en mode pilote automatique, déverrouillant et ouvrant les fenêtres du salon pendant que mon cerveau me hurlait d'assimiler ce que je voyais. Quand nous avons eu ouvert toutes les fenêtres du rez-de-chaussée, Léo a pointé la porte arrière du doigt. Dehors. Nous nous sommes assis sur les marches de la terrasse à l'arrière, dans l'air froid d'octobre. Mes mains tremblaient. Léo s'est assis à côté de moi, les coudes sur les genoux, respirant lentement comme quelqu'un qui attend le bon moment pour expliquer une chose difficile. Depuis combien de temps, ai-je fini par dire. Ma voix me semblait étrangère. Depuis combien de temps peux-tu marcher? Il a regardé le jardin un instant. Depuis environ 6 semaines après l'accident. L'accident a eu lieu il y a 3 ans, Léo. Je sais. Il s'est tourné pour me regarder et j'ai pu le voir, maintenant, la façon dont il portait un fardeau énorme depuis très longtemps. Je dois tout te raconter et ensuite nous devons trouver quoi faire, car mon père n'est pas à Toulouse. Le froid m'a transpercé. Son congrès est réel, a poursuivi Léo, mais il se termine aujourd'hui, pas samedi. J'ai vu son email de confirmation sur la tablette il y a 3 jours. Il revient ce soir. J'ai pensé au contrat d'assurance, à la clause surlignée, aux 4 millions d'euros en cas de décès accidentel. Le gaz, ai-je dit lentement. Léo a hoché la tête une fois.
Le détendeur de la gazinière, la pièce qui arrête le flux de gaz quand le brûleur est éteint, a été modifié. Je l'ai remarqué il y a 2 jours quand je suis descendu la nuit. Ça fuyait lentement, juste assez pour que ce ne soit pas évident à moins d'être près du sol et d'y prêter attention. Il a fait une pause. Je dors d'un sommeil léger depuis un moment. Pourquoi, ai-je demandé, et je ne savais pas si je demandais pourquoi il dormait d'un sommeil léger ou pourquoi tout cela arrivait, et Léo a semblé le comprendre. Ma mère n'a pas eu d'accident cardiaque, a-t-il dit doucement. J'étais dans la voiture avec elle ce soir-là. Elle pleurait. Elle venait de découvrir quelque chose que je ne comprenais pas à l'époque. J'avais 9 ans. Mais je l'ai entendue au téléphone avant qu'on monte dans la voiture. Elle parlait à quelqu'un d'argent, d'un contrat d'assurance, et du fait qu'elle avait peur. L'arrière de ma gorge me brûlait. Le crash n'était pas un accident, a déclaré Léo. Il l'a poussé hors de la route. Je ne sais pas comment le prouver, mais je sais ce que j'ai entendu, et je sais que 2 semaines avant sa mort, elle m'a dit que s'il lui arrivait quoi que ce soit, je devais faire semblant. Elle avait utilisé ce mot exact, faire semblant. Elle avait dit que c'était peut-être ce qui me garderait en sécurité. 9 ans. Un petit garçon de 9 ans qui aimait sa mère avait passé 3 ans à faire semblant d'être paralysé parce qu'elle lui avait dit que ça pourrait lui sauver la vie. Et elle avait eu raison. J'ai plaqué mes mains à plat sur mes genoux pour les empêcher de trembler. Il ne sait pas que je peux marcher, a continué Léo. Il ne sait pas que je ne suis pas muet. La seule personne à m'avoir vu marcher depuis l'accident, c'est la sœur de ma mère, tante Céline. Elle vit à Strasbourg et elle essaie d'obtenir ma garde depuis 2 ans. Les avocats de mon père l'en empêchent. Elle pense que je suis encore. Il s'est arrêté. Elle ne connaît pas la vérité non plus. Je ne pouvais pas lui dire sans me mettre en danger. Il faut appeler quelqu'un, ai-je dit. Il faut appeler la police tout de suite. Mon téléphone ne marche pas à l'intérieur de la maison. Il a restreint le Wi-Fi et mon forfait mobile est sur son compte. Il a mis un contrôle parental qui bloque les appels sortants, sauf vers lui et vers la ligne fixe de la maison. Il m'a regardé. Mais tu as ton propre forfait téléphonique. J'ai plongé la main dans ma poche. Mon téléphone affichait 2 barres de 4G. Mes mains étaient si instables que j'ai failli le faire tomber. J'ai ouvert mes contacts. J'ai fait défiler l'écran pour trouver quelqu'un, ma sœur, la police, n'importe qui, et puis Léo a dit, « Attends ». J'ai levé les yeux. Il fixait la ligne de la clôture. « Le portail » a-t-il dit. « Tu peux ouvrir le portail d'ici » Il est contrôlé depuis son téléphone. Et le déverrouillage d'urgence? Il est censé y avoir une commande manuelle à l'intérieur du portail pour les normes incendie. J'ai lu la notice quand il l'a fait installer. Je lis tout quand je n'ai rien d'autre à faire. Il s'est levé. Je vais vérifier. Toi, appelle. Il a traversé le jardin avec une aisance silencieuse et assurée qui, je l'ai réalisé, avait probablement été pratiquée dans le noir, au beau milieu de la nuit, pendant 3 ans. Il avait vécu une vie secrète à l'intérieur de cette maison, et il l'avait fait pour survivre. J'ai composé le 112. L'opératrice a répondu à la 2e sonnerie. J'ai gardé une voix aussi neutre que possible et je lui ai dit qu'il y avait une fuite de gaz à notre adresse, puis, avant qu'elle ne puisse entamer son protocole de sécurité, j'ai ajouté, je dois également signaler que je crois que mon mari a intentionnellement saboté notre conduite de gaz. Et il pourrait revenir à la maison ce soir. J'ai des raisons de croire qu'il est dangereux. Je lui ai donné le nom de Laurent, la marque de sa voiture et sa plaque d'immatriculation de mémoire, ainsi qu'une nouvelle fois notre adresse. Elle m'a dit de rester dehors. Elle m'a dit que des unités étaient en route. Elle est restée en ligne avec moi. Léo a traversé le jardin en sens inverse. La commande manuelle fonctionne. J'ai ouvert le portail. La première unité de police est arrivée en 11 minutes, 2 agents, suivis 4 minutes plus tard par un camion d'intervention d'urgence des services du gaz. Les agents ont pris nos dépositions séparément, puis ensemble. Je leur ai montré les photos du contrat d'assurance que j'avais prise avec mon téléphone la semaine précédente. Je ne m'étais pas totalement avoué la raison pour laquelle je les avais prises, mais une partie de moi devait savoir. Léo leur a raconté, en faisant des phrases complètes, d'une voix claire et assurée, tout ce qu'il venait de me dire sur la nuit de la mort de sa mère. L'une des policières, une femme au comportement calme et expérimenté, s'est accroupie à la hauteur du regard de Léo,
même s'il était debout, et a dit « Il t'a fallu beaucoup de courage, mon grand. Assurer ta propre sécurité pendant si longtemps. » Léo n'a pas pleuré. Il a juste hoché la tête, et j'ai regardé sa mâchoire se contracter, comme s'il retenait quelque chose en lui avec une infinie précaution. Le technicien du gaz est sorti de la maison 30 minutes plus tard et a confirmé les faits à l'agent de police, d'une voix que je pouvais partiellement entendre d'où je me trouvais. Le détendeur a été altéré manuellement. Ce n'est pas de l'usure normale. Ce n'est pas un défaut de fabrication. Quelqu'un l'a modifié pour permettre une fuite lente et continue. Le genre de fuite qui s'accumulerait sur 12 à 14 heures pour atteindre un niveau de concentration dangereux pendant la nuit. Le genre qui, si quelqu'un allumait un interrupteur ou un brûleur le matin, provoquerait. Il n'a pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. La berline de Laurent a tourné dans notre rue à 19h42. Je connais l'heure exacte parce que j'étais assise à l'arrière d'un véhicule de police, enveloppé dans une couverture de survie, à regarder la rue. Et j'ai jeté un œil à mon téléphone à ce moment précis parce que Léo venait de dire quelque chose et que je lui tendais mon écran pour lui montrer un détail. Les phares ont balayé la façade de la maison. La voiture a ralenti, puis s'est arrêtée. J'ai imaginé le moment où il a vu les voitures de police, le camion de gaz, les gyrophares. J'ai imaginé l'instant précis où l'expression de son visage a changé. Il a essayé de faire demi-tour. La deuxième voiture de patrouille qui était garée un demi-pâté de maison plus loin s'est déportée et lui a barré la route. Laurent est sorti de sa voiture les mains en l'air, affichant ce que l'on m'a décrit plus tard comme une expression de perplexité totale, le jeu d'acteur d'un homme choqué de trouver les autorités chez lui. Il a demandé ce qu'il se passait. Il a dit qu'il revenait tout juste d'un congrès. Qu'il s'inquiétait pour sa femme et son beau-fils. L'un des agents lui a demandé de confirmer que le congrès s'était terminé aujourd'hui, et non samedi. Il y a eu un silence. Ils l'ont arrêté dans la rue, devant la clôture à l'intérieur de laquelle il m'avait enfermé. Tante Céline a fait le trajet depuis Strasbourg 4 jours plus tard. C'était la jeune sœur d'Isabelle, avec les mêmes yeux sombres que Léo, la même manière réfléchie d'analyser les choses avant de parler. Elle a longuement serré Léo dans ses bras sur le perron d'une maison qui n'était plus le lieu où l'un ou l'autre devait faire semblant. Je me tenais un peu à l'écart, incertaine de ma place dans des retrouvailles dont je ne partageais pas l'histoire, et Léo m'a regardé par-dessus l'épaule de sa tante et a dit « C'est grâce à elle qu'on s'en est sorti. » Nous nous en sommes sortis ensemble, ai-je répondu. L'enquête a avancé rapidement une fois qu'elle a démarré. Le détendeur de gaz modifié a été versé au dossier comme pièce à conviction. Des experts comptables ont commencé à démêler 3 ans d'activité financière de Laurent, y compris 2 demandes préalables d'assurance vie, dont l'une précédait la mort d'Isabelle de 4 mois. L'inspecteur chargé de l'affaire m'a dit, avec prudence et sans faire de promesses, qu'il rouvrait l'enquête sur les circonstances de l'accident qui avait coûté la vie à Isabelle. Je ne saurais pas comment tout cela se termine avant un moment. Ces choses-là prennent du temps. Ce que je sais, c'est ceci, j'ai demandé le divorce la semaine qui a suivi l'arrestation de Laurent. J'ai emménagé dans un appartement à Bordeaux avec 2 valises et une cafetière que ma sœur m'a apportée. Le cabinet dentaire m'a accordé des jours de congé, puis m'a rendu mes horaires quand je me suis senti prête à reprendre. Je vais en thérapie le mardi soir avec une femme qui a un mur végétal derrière son fauteuil, et qui m'a dit lors de notre première séance que reconnaître un piège après y être tombé n'est pas la même chose qu'être assez idiot pour y entrer. J'essaie encore de m'en convaincre. Léo est à Strasbourg maintenant, il vit avec tante Céline. Il est entré en classe de 4e 2 semaines après son arrivée, sous son vrai nom, franchissant les portes d'un collège pour la première fois en 3 ans. Céline m'a envoyé un SMS avec une photo de lui dans sa tenue du premier jour de classe, un jean, un sweat à capuche gris, des baskets, debout sur les marches d'entrée avec son sac à dos. Il ne souriait pas tout à fait, mais il gardait la tête haute. J'ai sauvegardé cette photo. Il m'envoie des messages parfois. De courts messages, comme le font les garçons de 12 ans, surtout des émojis en réaction et, de temps en temps, une phrase complète quand quelque chose compte vraiment. La semaine dernière, il m'a envoyé un message vocal, ce qui m'a surprise. Il y disait « J'ai eu 16/20 à ma dissertation de français. Le sujet, c'était une personne que j'admire. Je n'ai pas écrit sur toi parce que j'ai pensé que ça pourrait être gênant pour nous deux, mais je voulais que tu saches que c'était censé être toi. Je suis restée assise dans ma voiture, sur le parking du supermarché, et j'ai écouté ce message vocal 4 fois. Il existe une version de ma vie où je n'ai jamais ouvert ce meuble de rangement,
où j'ai balayé cette histoire d'assurance vie comme une simple procédure de routine. Où j'ai continué à préparer le petit déjeuner de Léo et à attendre que Laurent rentre à la maison en ignorant la lente et silencieuse accumulation d'éléments qui clochaient. Une version où j'ai allumé un interrupteur par un matin d'octobre et où cela a signé la fin de l'histoire. Je ne m'autorise pas à penser à cette version très longtemps. Ce à quoi je pense à la place, c'est à un garçon de 9 ans qui aimait suffisamment sa mère pour porter sa dernière instruction pendant 3 ans sans craquer, qui a appris à survivre en se rendant invisible, et qui, à l'instant même où la porte s'est enfin refermée sur l'homme qui lui avait tout pris, s'est levé, a traversé le sol d'une cuisine, et a choisi de faire confiance à la seule personne qui restait dans la maison. Je pense à cela, et je me dis que s'il a pu porter un tel poids et tout de même choisir de tendre la main, alors tout ce que moi j'ai apporté est une charge que je peux apprendre à soutenir. Un jour à la fois. Un pas après l'autre. Exactement comme il me l'a appris.